Bonjour à tous, bienvenue encore à la poursuite de notre cours de neurophysiologie. Aujourd'hui, nous allons parler de la physiologie du cervelet. Nous sommes toujours au sein du troisième module qui a été destiné à l'analyse des chapitres concernant le système nerveux central. J'espère que vous êtes tous bien portants et je vous souhaite un excellent visionnage. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par donner le plan que nous aurons à suivre au cours de notre présentation. Nous allons d'abord commencer par introduire ce chapitre concernant la physiologie du cervelet en donnant une définition et en donnant une situation neuro-anatomique de ces structures encéphaliques. Ensuite, nous parlerons de la classification qui est utilisée pour pouvoir étudier le cervelet, les différents types de classifications qui existent et nous allons décrire pratiquement la physiologie du cervelet. Voilà. Alors, nous démarrons ce premier point par la définition et la situation neuro-anatomique du cervelet. Au fait, le cervelet, c'est vraiment une partie de l'encéphale qui est très repliée. C'est pratiquement la partie de l'encéphale qui est située juste en dessous du lobe occipital, donc qui est séparé pratiquement du cerveau par une structure qu'on appelle la tente du cervelet. Alors, la localisation, c'est sous le lobe occipital en arrière du tronc cérébral, comme je viens de le dire. Et le cervelet comprend plusieurs connexions et ça, c'est très, très important. Normalement, le cervelet comprend des pédoncules cérébelleux, donc des structures qu'on appelle pédoncules cérébelleux. Et c'est à partir de ces structures-là qu'il y a des fibres qui viennent et qui sortent du cervelet arrivent à pouvoir atteindre cette structure. Donc, en quelque sorte, les afférences cérébelleuses et les efférences cérébelleuses y arrivent et ils sortent justement à partir de ces pédoncules cérébelleux. Alors, le cervelet a des connexions à la fois avec le cerveau lui-même, à la fois aussi avec les autres éléments du tronc cérébral et à la fois aussi avec la moelle épinière. Donc, pratiquement, c'est un élément très, très important. D'ailleurs, on l'appelle le petit cerveau. On l'appelle encore le petit cerveau. Donc, vous comprenez que ce sont justement ces relations-là qui permettent de pouvoir définir la fonction du cervelet grâce à ses connexions avec les autres éléments du système nerveux central qui lui sont pratiquement environnants. Alors, au sein du pédoncule cérébelleux supérieur, on trouve plus particulièrement des afférences cérébello-corticales. Donc, en quelque sorte, ce ne sont pas des fibres qui atteignent directement le cortex cérébral, mais ce sont des fibres qui sortent du cervelet et vont à l'intérieur du cerveau, plus particulièrement au niveau du thalamus, et puis via des radiations thalamo-corticales, ces fibres atteignent bel et bien le cortex cérébral. Je vais donner un exemple. Par exemple, au niveau du pédoncule cérébelleux supérieur, au niveau du pédoncule cérébelleux supérieur, vous avez pratiquement des fibres qui quittent le noyau dentellé. Le noyau dentellé, c'est parmi les 4 grands noyaux profonds du cervelet parce qu'au cervelet, au niveau de la profondeur de la structure cérébelleuse, vous avez 4 grands noyaux, à savoir le noyau dentellé, les noyaux globuleux, les noyaux emboliformes et les noyaux fastigieux. Donc, quand vous avez le noyau dentellé qui est relié pratiquement au noyau rouge. Le noyau rouge, c'est une structure mésencéphalique et le noyau rouge aussi est relié au thalamus. Donc, vous avez des fibres dento-rubriques et des fibres rubrothalamiques. Vous voyez, c'est de cette façon que le cervelet est relié au thalamus. Et puis, vous avez des fibres corticothalamiques. Donc, cette fois, dento-rubrique et rubrothalamique relient le cervelet au thalamus. Et puis, des fibres thalamo-corticales qui passent par le noyau réticulé du thalamus pour aller vers le cortex cérébral, assurent la jonction entre le cervelet
et le cortex cérébral. Ça, c'est une voie. Tandis que lorsque vous prenez le pédoncule cérébelleux moyen, vous voyez le pédoncule cérébelleux moyen, le deuxième pédoncule, lui, il reçoit des afférences, en quelque sorte des afférences corticales qui viennent au niveau du cervelet. En quelque sorte, des fibres cortico-pontocérébelleux. Hein. Donc, il y a des noyaux pontins, au niveau du pont des varoles, hein, au niveau du pont des varoles. Alors, il y a des fibres qui viennent du cortex cérébral justement jusqu'au niveau des noyaux pontins. Et puis, il y a des fibres qui quittent les noyaux pontins pour aller vers le cervelet. Alors, ce sont des fibres cortico-pontocérébelleux et ces fibres passent à travers les pédoncules cérébelleux moyens. Donc, vous voyez comment il y a des fibres qui connectent, qui viennent du cerveau et qui vont vers le cervelet, et des fibres qui viennent du cervelet et vont vers le cerveau. Et c'est de cette façon qu'est s'établit cette communication. Donc, le cortex envoie des fibres cortico-pontocérébelleux qui arrivent au niveau du pédoncule cérébelleux moyen, et le cervelet envoie des fibres cérébello-rubro, c'est donc cérébello-rubrique, donc du cervelet vers les noyaux rouges, ou des fibres dentorubriques et des fibres rubrothalamiques et des connexions thalamo-corticales. Donc, et là, vous avez le cycle, vous avez la boucle là de communication entre le cortex cérébral et le cervelet. Donc, je rappelle la boucle, c'est la boucle cortico-ponto-cérébelleux et dentorubrique et rubrothalamique et thalamo-cortical. Là, vous avez la boucle de communication. Voilà, là, c'est très, très important. Et au niveau pratiquement du pédoncule cérébelleux inférieur, là, vous avez des voies le faisceau, par exemple, le faisceau vestibulo-cérébelleux qui passe pratiquement à travers le pédoncule cérébelleux inférieur et qui unit le vestibule de l'oreille interne, le vestibule du labyrinthe, pratiquement au cervelet. Et ça, c'est très, très important. Et puis, vous avez aussi des fibres cérébello-spinales, donc des afférences qui quittent pratiquement le cervelet et qui descendent jusqu'au niveau de la moelle épinière. Et la plupart de ces afférences quittent le cervelet à partir de donc des pédoncules cérébelleux inférieurs. Donc ça, c'est très important à pouvoir noter, parce que c'est à partir de ces genres d'informations que nous allons finalement comprendre très très bien comment fonctionne le cervelet. Alors, nous allons maintenant parler de la classification. Au fait, pour pouvoir étudier les cervelets, on utilise trois types de classification. Il y a la classification anatomique, la classification phylogénique et la classification physiologique. Donc, de ces trois types de classification, la classification que nous allons étudier en profondeur, c'est la classification physiologique, parce que nous faisons la physiologie. Mais il faut reconnaître ces trois types de classification anatomique, phylogénique et physiologique, parce que ça va nous permettre à bien appréhender cette partie du système nerveux central et à comprendre exactement comment elle agit. Alors, nous commençons. Ici, je vais vous parler de la classification anatomique. Au fait, il y a deux repères pour pouvoir établir ce genre de classification. Il y a d'abord des fissures plutôt. La première fissure, c'est la fissure primaire, c'est celle-ci. Vous voyez cette fissure que je suis en train de pouvoir contourner avec mon curseur. Celle-ci, c'est la fissure primaire. Et ici, vous avez la deuxième fissure, c'est la fissure postérolatérale. Vous voyez, ça c'est la première fissure primaire, et là vous avez la fissure postérolatérale. Alors la fissure primaire sépare deux lobes, à savoir le lobe antérieur qui est là, que vous voyez à ce niveau, et le lobe postérieur qui est à ce niveau. Vous voyez, fissure primaire, lobe antérieur, lobe postérieur. Tandis que la fissure postérolatérale, celle-ci, qui est à ce niveau, sépare deux lobes, à savoir le lobe postérieur et
le lobe flocculo-nodulaire qui est à ce niveau. Donc, pratiquement, selon la classification anatomique, vous avez 3 lobes au niveau du cervelet, le lobe antérieur, le lobe postérieur et le lobe flocculo-nodulaire, et ces lobes sont séparés par des scissures. D'abord la scissure primaire qui sépare la fissure primaire qui sépare pratiquement le lobe antérieur et le lobe postérieur, et la fissure postérolatérale qui sépare le lobe postérieur et le lobe flocculo-nodulaire. Et vous voyez cette situation que j'ai introduite auparavant, c'est le fait que le cerveau se trouve pratiquement en arrière du tronc cérébral et en dessous du lobe occipital, parce que c'est à ce niveau où vous avez le lobe occipital et ici vous avez la tente du cervelet. Et là, vous avez la région pédonculaire. Ici, vous avez le pont des Varrodes et ici, vous avez la médula oblongata. Alors, nous allons maintenant parler de la classification phylogénique. C'est le deuxième type de classification. Et pour comprendre la classification phylogénique, c'est mieux que nous puissions essayer un peu de déplier le cervelet, parce que le cervelet, c'est une structure qui est très très pliée. Vous voyez, il est plié. Alors, il faut le déplier pour que nous puissions comprendre. Au fait, la fissure primaire dont je vous parlais, c'est celle-ci. La fissure primaire, elle est là. Et la fissure postérolatérale, elle est à ce niveau. De sorte que ça, c'est le lobe antérieur. Là, c'est le lobe postérieur. Et là, c'est le lobe flocculo-nodulaire, si nous rappelons la classification anatomique. Alors, allons à ce niveau. À ce niveau, vous avez, ici, on déplie, on vient de déplier le cervelet. Et lorsqu'on vient de le déplier, voilà maintenant ce qui est maintenant visible à ce niveau. Donc, là, maintenant, nous allons maintenant parler de la classification phylogénique. La classification phylogénique se base sur des caractéristiques embryologiques d'apparition et de formation des parties constitutives du cervelet. Donc, à ce niveau, vous allez voir aussi 3 types de classifications. Pas classification, mais 3 constituants de cette classification. Vous avez la partie la plus ancienne, c'est celle-ci. Cette partie, c'est la partie la plus ancienne, et cette partie est bel et bien appelée archéocervellé. Archéocervellé, parce que c'est la partie la plus ancienne et elle correspond pratiquement au lobe flocculo-nodulaire dans la classification anatomique. Maintenant, la deuxième classification, la deuxième façon, donc la deuxième partie dans cette classification phylogénique, c'est le paléocervellé. Le paléocervellé. Le paléocervellé correspond pratiquement au lobe antérieur. Vous voyez, ça c'est le lobe antérieur. Il est violet. C'est le lobe antérieur. Et la troisième partie du cervelet, selon cette classification phylogénique, c'est pratiquement le néocervellé, et c'est ça le néocervellé qui correspond pratiquement au lobe postérieur. Alors, donc, je me résume en disant que la classification pratiquement phylogénique comprend 3 parties: l'archéocervellé qui est à ce niveau, le paléocervellé qui est à ce niveau et le néocervellé qui est à ce niveau. Maintenant, nous allons parler de la classification physiologique. La classification physiologique, c'est pratiquement, elle est une classification fonctionnelle. Et vous allez devoir comprendre plus loin pourquoi cette classification est fonctionnelle. Là, nous avons 3 parties aussi, selon cette classification. Vous avez la partie médiane. Vous avez cette partie médiane que je suis en train de pouvoir vous montrer à ce niveau. Alors, cette partie médiane qui est à ce niveau porte bel et bien le nom de spinocervellé. Spinocervellé, et c'est une partie, donc c'est la partie du cervelet qui a un nom particulier. Normalement, on l'appelle le vermis médian, le vermis médian, et de part et d'autre, vous avez l'aire paravermienne.
donc l'espace paravermien ou l'aire paravermienne, et ici vous avez le vermis médian, et l'ensemble est constitué par le vermis médian et les deux espaces de part et d'autre qu'on appelle les espaces paravermiens constituent ce qu'on appelle le spino-cervellé. C'est la première partie et c'est une partie qui contrôle pratiquement le tonus des muscles axiaux. Donc, des tonus, des muscles du milieu du corps. Donc, des muscles pratiquement du cou, du dos, vous voyez, ou le muscle du milieu, des part et d'autre de la colonne vertébrale. Vous voyez, les muscles axiaux de l'axe du corps. De l'axe du corps. C'est la raison pour laquelle cette partie porte le nom des spino-cervellés. Ça, c'est la première partie dans cette classification physiologique. La deuxième partie, c'est cette partie que je suis en train de vous montrer à ce niveau. Cette partie est physiologiquement appelée le vestibulo-cervellé. Les vestibulo-cervelleux. Normalement, ces vestibulo-cervelleux correspondent au lobe flocculo-nodulaire parce que ça, c'est le nodulus et ça, c'est le flocculus. Les deux sont des flocculus et ici c'est le nodulus. Dans la classification anatomique, ça correspond au lobe flocculo-nodulaire. Dans la classification phylogénique, ça correspond à l'archéocervellé. Mais physiologiquement, dans la classification physiologique, on l'appelle le vestibulo-cervellé. Pourquoi le vestibulo-cervellé? Parce que c'est cette partie qui reçoit les connexions en provenance de l'oreille interne, en provenance du vestibule du labyrinthe de l'oreille interne. Voilà pourquoi cette partie porte bel et bien le nom de vestibulo-cervellé. Et la troisième partie ou la dernière partie dans la classification physiologique, c'est cette partie. Ce sont ces 7 parties. Donc, pratiquement, ces hémisphères cérébelleux, les hémisphères du cervelet qui comprennent pratiquement une partie antérieure et une partie postérieure. Et on les appelle les deux parties restantes. Les deux parties restantes, donc, ces parties que je suis en train de pouvoir circonscrire et l'autre que je suis en train de pouvoir circonscrire, on les appelle ces deux parties constituent le cortico-cervellé. Ça constitue le cortico-cervellé parce que c'est justement cette partie qui reçoit et qui reçoit les afférences corticales et qui envoie qui reçoit les afférences corticales et qui envoie pratiquement des outputs, des efférences au niveau du cortex cérébral. Donc c'est ça la partie physiologique et donc la classification physiologique. Ça, c'est très, très important. Alors, c'est justement à partir de cette classification physiologique que nous allons dégager les différents rôles du cervelet. Vous allez voir à ce niveau, au niveau du vestibulo-cervelet, c'est pratiquement une partie qui s'occupe du maintien de l'équilibre et du contrôle des mouvements des yeux. Exactement, parce que l'organe périphérique de l'équilibre, c'est le vestibule de l'oreille interne. On n'a pas vu cette année les vestibules, mais prochainement, je tâcherai de pouvoir faire un tuto sur ça. Donc, c'est pratiquement l'organe de l'équilibre, le vestibule avec son utricule, ses saccules et ses 3 canaux semi-circulaires contribuent pratiquement au maintien de l'équilibre parce qu'il y a des cellules sensorielles ciliées aussi au niveau du vestibule, de l'épithélium vestibulaire. Il y a aussi ces cellules sensorielles qui pratiquement constituent aussi le rôle des récepteurs à ces niveaux et les canaux semi-circulaires contribuent à l'orientation de l'équilibre du corps dans les 3 axes. Donc, vous comprenez que, étant donné que cette partie reçoit les afférences en provenance de l'oreille interne, cette partie assure le maintien de l'équilibre, le contrôle des mouvements des yeux. Donc, c'est l'organe central du système nerveux central qui pratiquement traite les informations concernant l'équilibre du corps. Tandis que cette partie
le cortico-cervellé. Le cortico-cervellé intervient dans la planification et mise en action du mouvement volontaire et c'est le lieu du stockage de la mémoire procédurale. Ça, c'est très, très important parce que vous allez constater que c'est cette partie qui est en connexion avec le cortex cérébral et c'est le cortex cérébral qui initie le mouvement en collaboration avec les ganglions de la base et pratiquement avec le cervelet. Voilà pourquoi cette partie intervient dans la planification et mise en action du mouvement volontaire. Et c'est à ce niveau que c'est fait aussi le stockage de la mémoire procédurale. Et cette partie que je suis en train de vous montrer, donc pratiquement le spino-cervellé assure le réglage du tonus et la coordination de mouvements volontaires. Mais ici, c'est surtout les muscles axiaux. C'est pratiquement les muscles axiaux. Hein, les muscles axiaux. Tandis que cette partie, les cortico-cervellés, elle intervient sur les muscles des membres supérieurs et membres inférieurs, tandis que les muscles axiaux sont sous le contrôle du spino-cervellé. Alors, nous allons devoir poursuivre notre étude du cervelet. Alors, ici, je vais devoir vous montrer le cervelet en question. Vous voyez les trois pédoncules dont je vous ai parlé à partir desquels les fibres viennent et sortent du cervelet. Ici, vous avez les pédoncules cérébelleux supérieurs, les pédoncules cérébelleux moyens et les pédoncules cérébelleux inférieurs. Vous voyez par exemple au niveau de ce pédoncule cérébelleux supérieur, vous avez pratiquement des faisceaux spino-cérébelleux ventrales qui quittent le cervelet et qui descend au niveau de la moelle épinière, mais il y a aussi ce qui n'a pas été bel et bien montré, c'est normalement les afférences qui quittent. C'est donc les afférences qui quittent le cervelet jusqu'au niveau pour aller vers les zones encéphaliques supérieures. Il y a un faisceau qui n'a pas été montré à ce niveau, c'est le faisceau dentorubrique, les faisceaux dentorubriques qui quittent pratiquement le cervelet jusqu'au niveau du noyau rouge du mésencéphale. Et il y a aussi, à partir du noyau rouge du mésencéphale, il y a des fibres ribothalamiques qui vont vers le thalamus et à partir du thalamus, vous avez vos radiations thalamo-corticales. Alors, il y a le faisceau dont je vous ai parlé auparavant qui passe à travers le pédoncule cérébelleux moyen. C'est le faisceau cérébro-pontant. Normalement, il faut corriger cette faute. Ça doit être faisceau cérébro-pontant qui quitte le cortex cérébral jusqu'au niveau du noyau pontin, au niveau du pont des varoles. Ensuite, il y a des fibres ponto-cérébelleux. Donc, ça, c'est le faisceau ponto-cérébelleux qui quitte les ponts pour aller justement vers les noyaux internes du cervelet. Vous voyez? Et c'est grâce à ces faisceaux. Ces faisceaux passent pratiquement à travers le pédoncule cérébelleux moyen. Et au niveau du pédoncule cérébelleux inférieur, je vous ai dit, c'est la zone où entre des connexions qui viennent du système, donc de l'appareil du labyrinthe de l'oreille interne, donc du vestibule de l'oreille interne. Et ça, c'est le faisceau vestibulo-cérébelleux. Vous voyez, il est à ce niveau. Et il y a aussi un deuxième faisceau, le faisceau olivo-cérébelleux qui quitte le noyau olivaire pour aller vers le cervelet. Ici, vous avez les faisceaux spino-cérébelleux ventral et les faisceaux spino-cérébelleux dorsal qui quittent pratiquement le cervelet pour aller vers la moelle épinière. Donc ça, c'est très, très important à pouvoir connaître. Alors, nous allons maintenant parler en bref du vestibulo-cervellé. C'est la classification la plus brève. Ici, nous avons dit que cette partie correspond à l'archéocervellé et elle correspond au lobe flocculo-nodulaire. Donc, on prend le nodulus au milieu et de part et d'autre, vous avez le flocculus. Et cette partie joue le rôle dans la régulation du tonus de la posture
et de l'équilibre, justement parce que vous allez constater que cette partie est en connexion avec le labyrinthe de l'oreille interne qui comprend des récepteurs de l'équilibre. Hein? C'est la raison pour laquelle quand vous avez la macule et les membranes la membrane otolithique avec des cristaux d'otolithe au sein du vestibule de l'oreille interne combiné à l'action des canaux sémicirculaires, là vous avez pratiquement cet appareil qui joue le rôle de pouvoir maintenir l'équilibre. Et alors il est connecté via le faisceau vestibulo-cérébelleux au niveau du vestibulo-cervellé. Et cette partie joue bel et bien un rôle très important dans le maintien du tonus des postures et de l'équilibre. Voilà pourquoi lorsque vous avez une lésion au sein du vestibulo-cervelleux, vous avez non seulement d'abord en quelque sorte, vous avez une perte de l'équilibre. C'est à ce niveau que vous avez ce qu'on appelle un rhombaire cérébelleux. Normalement, il y a trois types de rhombaires. Il y a en sémiologie, on vous a déjà parlé, en sémiologie neurologique, il y a le rhombaire labyrinthique, le rhombaire, le rhombaire labyrinthique, le rhombaire cérébelleux, et vous avez aussi le rhombaire diabétique. Normalement, le rhombaire labyrinthique, c'est que lorsque le patient se met debout, les yeux fermés, les talons joints, il y a une déviation latéralisée du corps. Donc, le patient, pratiquement, si vous lui demandez de se mettre debout, de fermer les yeux et de joindre les talons, vous allez voir que le patient aura tendance à pouvoir dévier le corps et tendance à tomber vers le côté malade. Hein? Donc, tendance à tomber vers le côté malade. C'est ça le rhombaire labyrinthique. Mais le rhombaire cérébelleux, ce n'est pas le signe des rhombaires cérébelleux ne se déroule pas de la même façon. Donc, c'est au fait en quelque sorte, ce signe, vous mettez le patient dans les mêmes conditions, vous lui demandez de se mettre debout et de joindre les talons et il a justement tendance à tomber même s'il ne ferme pas les yeux. Donc ici, vous n'avez même pas besoin de demander au patient de pouvoir fermer les yeux. Vous n'avez pas besoin parce que l'effet seulement de pouvoir se mettre debout et de tenter de pouvoir joindre les talons, le patient a tendance à pouvoir tomber. Hein? C'est ça le signe des rhombaires cérébelleux. Et ça survient le plus souvent en cas de lésion du vestibulo-cervellé et parfois du paléo-cervellé. Hein? Donc, ça, c'est très important. Le rhombaire cérébelleux, c'est un rhombaire qui survient les yeux ouverts, tandis que le rhombaire labyrinthique, c'est un rhombaire qui survient les yeux fermés. Et tout ça, ce sont des troubles de l'équilibre. Aussi, vous pouvez aussi avoir un nystagmus. Un nystagmus, justement, parce que c'est à partir de ce niveau, que vous avez aussi la mise au contrôle pratiquement des mouvements des yeux au niveau du cervelet. Ça, c'est très important. Alors, le vestibulo-cervelet reçoit des informations de gravité et de mouvement linéaire et d'accélération angulaire, justement. Ces informations de mouvement linéaire et d'accélération angulaire sont encodées, donc sont récupérées en périphérie et en fonction à partir des récepteurs qui sont localisés dans les canaux sémicirculaires de l'oreille interne. Et ces informations sont transportées par des faisceaux vestibulo-cervelleux et ces vestibulo-cérébelleux en provenance de l'appareil vestibulaire. Hein. C'est justement le rôle du vestibulo-cervellé. Et c'est la raison pour laquelle cette partie du cervelet joue pratiquement le rôle dans la régulation du tonus de la posture et surtout de l'équilibre. Hein, surtout de l'équilibre. Pratiquement, c'est la partie du cervelet qui s'occupe de l'équilibre. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir en cas de syndrome cérébelleux, le patient ne peut pas réussir à se tenir debout sans pour autant écarter les jambes. Il doit écarter les jambes, donc il doit élargir ce qu'on appelle le polygone de sustentation. Il doit élargir le polygone de la sustentation
pour maintenir l'équilibre. Hein. Sans élargir ce polygone de sustentation, le patient aura tendance à pouvoir tomber et c'est ça le signe de Romberg dont je vous ai parlé. Donc, en quelque sorte, en cas de lésion du vestibulo-cervellé, le patient marche comme un homme ivre. Et c'est tout à fait normal et ça s'explique exactement pourquoi les hommes ivres marchent de la sorte. Ils élargissent les polygones de sustentation, ils écartent les pieds. Ils écartent les pieds justement parce que l'alcool a une toxicité directe sur les neurones du cerveau. Alors l'atteinte de cette partie, la dépression de cette partie vestibulo-cérébelleuse par l'alcool fera en sorte que des patients qui se sont intoxiqués en aigu par l'alcool puissent pratiquement développer des signes d'un syndrome cérébelleux justement avec cette marche avec élargissement du polygone des sustentations. C'est ce qu'on appelle l'ataxie cérébelleuse et ça vous avez vu en sémiologie neurologique. Alors, normalement, les signaux médulaires proviennent donc, le vestibulo-cervellé envoie des signaux médulaires via des faisceaux vestibulo-cérébelleux et des faisceaux vestibulo-cérébelleux justement et des fibres réticulo-spinales. Ça, c'est très, très important. Normalement, ces deux types de fibres quittent le cervelet à partir du pédoncule cérébelleux inférieur. Alors, vous avez le mécanisme d'action du vestibulo-cervelleux. Normalement, les noyaux vestibulaires augmentent bel et bien le mouvement du tronc, du cou et des membres. Et ça, c'est via les voies vestibulo-spinales et les motoneurones alpha. C'est l'action de ces noyaux vestibulaires. Et quand je parle noyaux vestibulaires, ce sont des noyaux vestibulaires qui sont pratiquement localisés au niveau du tronc cérébral. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que vous savez que la formation réticulée médulaire inhibe le tonus. Et comment cette formation réticulo-médulaire inhibe le tonus dans les conditions normales? Vous vous rappelez que les fibres réticulo-spinales elles-mêmes sont excitotoniques. Mais physiologiquement, ces fibres arrivent à inhiber le tonus sous l'action des ganglions de la base. Vous voyez, c'est ça le rôle, c'est de cette façon que la formation réticulaire médulaire arrive à pouvoir inhiber les tonus via des fibres réticulo-spinales sous l'action des ganglions de la base. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez à ce niveau, en quelque sorte, le vestibulo-cervellé qui inhibe pratiquement à la fois les noyaux vestibulaires et la formation réticulaire médulaire. Or, la formation réticulaire médulaire elle-même inhibe le tonus via les ganglions de la base. Quand maintenant le vestibulo-cervellé arrive à inhiber cette formation inhibitrice du tonus, ça donne franchement l'excitation. Donc, inhibition du tonus plus inhibition du tonus égale excitation du tonus. Donc, la formation, le vestibulo-cervellé inhibe cette formation réticulaire qui elle-même était en train d'inhiber le tonus via les ganglions de la base. Donc, son inhibition par les vestibulo-cervellés va occasionner l'excitation ou l'augmentation du tonus. Et c'est la raison pour laquelle le vestibulo-cervellé intervient dans l'augmentation du tonus. Et quand il est lésé pratiquement, vous avez une hypotonie. Vous avez pratiquement une hypotonie et c'est ce qui fait que les patients ont tendance à pouvoir tomber en cas de lésion de cette partie du cervelet. Alors, c'est ce que je venais de dire, le vestibulo-cervellé diminue, donc inhibe le noyau vestibulaire et la formation réticulaire nodulaire et c'est ce qui augmente le tonus. Donc, vous avez le mouvement du cou, du tronc et des membres sont vérifiés et le tonus musculaire va augmenter. C'est ce que je venais de pouvoir dire. Mais en cas de lésion du vestibulo-cervellé, vous avez une hypotonie et des troubles de posture et de l'équilibre, justement parce que parmi les mécanismes excitotoniques, vous avez pratiquement les cordons postérieurs,
vous avez les voies médullo-cérébelleuses, pratiquement les voies cérébello-médulaires, et vous avez les voies vestibulaires. Ça fait partie des mécanismes excitotoniques. Alors, lorsque ces voies sont lésées, pratiquement, par exemple, les voies médullo-cérébelleuses ou alors lorsqu'il y a atteinte du vestibulo-cervellé, vous aurez une inhibition du tonus selon le mécanisme dont je vous ai parlé, parce que pratiquement la formation réticulaire médulaire elle-même inhibe le tonus, mais elle est censée être inhibée par le vestibulo-cervellé. Quand le vestibulo-cervellé est lésé, il n'y a pas cette inhibition de la formation réticulaire qui continuera à inhiber comme elle veut le tonus musculaire, et ça va faire en sorte que il y aura une hypotonie et il y aura aussi la perte de l'équilibre, la perte des postures de l'équilibre, justement parce que les informations en provenance du vestibule de l'oreille interne ne seront pas traitées de façon efficiente. Alors, on prend la deuxième partie, c'est les spinocervelleux. Les spinocervelleux, c'est pratiquement la partie du cervelet qui est constituée par le vermis médian et de part et d'autre les aires paravermiennes. Alors, je vous ai dit que cette partie s'occupe pratiquement du tonus et des mouvements des muscles axiaux, donc des muscles localisés tout au long de l'axe du corps. Pas les muscles des membres supérieurs, des membres inférieurs, non. Les muscles axiaux, comme par exemple les muscles du cou, les muscles paravertébraux, les muscles du dos, etc. Donc, c'est en quelque sorte. Donc, ces muscles sont sous le contrôle du spinocervellé et c'est aussi une partie du cervelet qui augmente le tonus de ces muscles-là. Hein. Il augmente le tonus de ces muscles-là et assure la coordination des mouvements volontaires, mais des mouvements de ces muscles-là. Donc, si moi, je vais bouger pratiquement le cou, je dois utiliser, c'est mon spinocervellé qui est en communication avec mon cortex cérébral pour pouvoir assurer ce genre de mouvement. Bien évidemment, il y a aussi les ganglions de la base qui interviennent dans la modulation de ce genre de mouvement. Alors, c'est considéré pratiquement comme un cadre intermédiaire et ici, je vais vous expliquer quelque chose. Le spinocervellé reçoit d'abord, cette partie du cervelet reçoit d'abord des afférences en provenance du cortex cérébral. En quelque sorte, ce sont des afférences qui viennent le plus souvent via les fibres cortico-pontocérébelleux. Et ces afférences l'informent bien sûr sur pratiquement le mouvement qui envisage, que le cortex cérébral est en train de pouvoir envisager l'initiation. Ça, c'est la première catégorie d'informations qui reçoit les spinocervellés. La deuxième catégorie d'informations qui reçoit cette partie, ce sont des informations en provenance des propriocepteurs. Des informations en provenance des propriocepteurs sur la position du corps, et l'action des muscles périphériques, plus particulièrement des muscles de l'axe du corps, en périphérie. Et ça, c'est à travers les fibres spinocérébelleuses. Vous voyez. Alors, que va faire maintenant le spinocervellé? Le spinocervellé va maintenant comparer et intégrer le mouvement que le cortex cérébral est en train de pouvoir vouloir envisager, hein, et la position et l'état de contractilité des muscles périphériques et des articulations via des fibres médullo-cérébelleuses ou cérébello-spinales. Vous voyez? Et c'est à partir de ça que le spinocervellé va maintenant agir et va corréler l'action corticale avec ce qui se passe en périphérie, donc la position du corps et l'état d'action des différents muscles qui doivent intervenir dans l'ensemble de ce mécanisme.
Et c'est à partir de ce genre d'action que les spinocervellés arrivent à pouvoir assurer la synchronisation précise des diverses contractions musculaires qui peuvent être déclenchées par le cortex cérébral. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quand vous voulez initier le mouvement avec votre cortex cérébral, le mouvement ne va pas dépasser les buts. Par exemple, si je vais toucher pratiquement le bout de mon nez, hein, si je vais toucher le bout de mon nez à ce niveau, hein, vous allez voir que normalement, je touche le bout de mon nez. J'ai justement parti grâce au spinocervellé qui permet de pouvoir atteindre les buts, qui synchronise le mouvement de mes muscles, de mes articulations avec la commande corticale via les faisceaux d'abord cortico-ponto-cérébellés et via des fibres cérébello-spinales que les spinocervellés reçoivent. Et ça permet de pouvoir assurer une bonne synchronisation de la contraction musculaire et des différents mouvements des différentes parties du corps en vue de pouvoir atteindre l'objectif précis assigné à chaque type de mouvement. Vous voyez, là, je suis capable de pouvoir atteindre l'objectif de fixer le bout de mon nez. Si cette partie est lésée, je ne peux pas savoir faire de la sorte, faire ce genre de mouvement, parce qu'à chaque fois que je vais faire ceci, vous allez voir, si vous demandez à un malade qui a un spinocervellé lésé, il ne saura pas faire ceci, il va faire comme ça. Donc, vous lui dites de faire ça, il ne peut pas faire ça. Donc, lui, il fera comme ça. Il fera comme ça. Donc, il fera comme ça. Vous voyez, il n'arrive pas à atteindre le bout de son nez. Donc, il n'arrive pas à atteindre l'objectif parce que le spinocervellé est lésé. Et ça, on l'appelle la dysmétrie. La dysmétrie, c'est-à-dire l'encéphale ne parvient pas pratiquement à pouvoir mesurer, l'exécution du mouvement, à pouvoir mesurer l'exécution du mouvement. Le cortex initie le mouvement, mais le fait de pouvoir mesurer, synchroniser la façon dont le mouvement va se dérouler, ça c'est le rôle du cervelet, du spinocervellé. Si le spinocervellé ne fonctionne pas, le cortex ne pourra pas assurer ce genre de coordination. Vous voyez donc que le spinocervellé compare pratiquement les intentions d'ordre qu'envoie le cortex cérébral et la performance pratiquement des muscles qui doivent exécuter ces ordres, et les spinocervellés arrivent de cette façon à pouvoir corriger les erreurs pour que le mouvement puisse se dérouler de façon de plus en plus soft, donc de façon précise. Donc, lorsque le spinocervellé est lésé, vous allez voir il y aura des signes qui vont apparaître. Sémiologiquement, c'est à partir de la lésion du spinocervellé que vous avez des signes comme par exemple la dysmétrie dont je vous ai parlé. Le malade n'arrive pas à atteindre l'objectif, à mesurer l'objectif, mais aussi des signes comme la diadococcinésie. Hein? Donc, vous demandez au malade d'exécuter le mouvement des marionnettes, de faire comme ça, de façon rapide. Les malades atteints d'un syndrome cérébelleux avec la lésion du spinocervellé ne peut pas faire des mouvements alternatifs rapides comme ça, avec coordination. Il ne saurait jamais. Il va commencer à faire des choses comme ça. Si vous lui dites, faites comme ça, il ne saura jamais. C'est grâce au spinocervellé que je suis en train de faire cette manœuvre. Normalement, en sémiologie neurologique, on l'appelle le mouvement des marionnettes, hein, de faire comme ça. Normalement, nous utilisons ce mouvement pour pouvoir détecter les lésions du spinocervellé. Donc, un malade qui a un spinocervellé lésé, hein, en cas de syndrome cérébelleux, ne saura pas faire ce mouvement de marionnette ou d'autres mouvements alternatifs. C'est ce qu'on appelle en sémiologie neurologique la diadococcinésie. J'espère que ça vous avez vu. C'est la diadococcinésie. Lorsque le spinocervellé est lésé, vous avez la diadococcinésie. Ça, c'est très, très important. Alors, vous allez voir que
c'est justement à partir de cela que le spino-cervelet joue le rôle de pouvoir prédire le mouvement qui sera initié. Et enfin, vous avez la dernière partie que nous allons parler, c'est le cortico-cervelet, mais ici, je vais vous montrer quelque chose avec cette image. Donc ici, vous avez pratiquement le cortex cérébral qui doit initier le mouvement via que ce soit le cortex somesthésique ou le cortex moteur. Donc le cortex somesthésique collabore avec le cortex moteur pour générer des influx sensoriels, donc des influx moteurs à partir des influx sensoriels qui sont arrivés au niveau du cortex somesthésique. Mais le cortex et le cortex moteur, avant de pouvoir activer les faisceaux cortico-spinal que vous voyez à ce niveau, doit d'abord en quelque sorte envoyer des influx des contrôles au niveau des ganglions de la base qui vont jouer leur premier rôle, comme je vous ai parlé la fois passée lorsque je vous ai parlé des ganglions de la base. Ensuite, vous allez voir que le faisceau veut initier son mouvement, donc le mouvement à partir des fibres cortico-spinales, mais le cortex envoie d'abord des afférences au niveau du cervelet via des fibres cortico-ponto-cérébelleuses qui arrivent au niveau du cervelet à partir des noyaux pontins. Ça, ce sont des noyaux pontins. Ça, ce sont des noyaux pontins. Alors, vous avez les faisceaux cortico-ponto-cérébelleux qui arrivent jusque-là. Et puis, le cervelet envoie pratiquement des fibres envoie pratiquement des informations au cortex via donc des fibres dento-rubriques et rubrothalamiques, où pratiquement il arrive des fois où il y a certaines fibres qui peuvent quitter pratiquement directement le cervelet jusqu'au niveau du thalamus. Ce sont des fibres dentothalamiques. Il en existe aussi qui peuvent activer directement le thalamus et les informations vont atteindre le cortex via les radiations thalamiques qui n'ont pas été représentées à ce niveau. Et c'est à partir de ça que le cortex activera maintenant le faisceau cortico-spinal qui va déclencher le mouvement. Comme premier neurone de moteur, le neurone moteur supérieur, et puis vous avez votre neurone moteur inférieur qui va vers les muscles squelettiques via des fibres motrices alpha et des fibres motrices gamma. Donc c'est ça, c'est de cette façon que le faisceau musculaire est innervé. Donc collaboration dans l'initiation du mouvement entre le cortex cérébral, les ganglions de la base et le cervelet. Et je vous ai déjà parlé du rôle du cervelet. Alors, il faut signaler qu'il existe un homunculus cérébelleux et il fait référence au spino-cervelet. Donc, comme il existe un homunculus cérébral, il existe aussi un homunculus cérébelleux. Donc, ça concerne pratiquement le spino-cervelet et de part et d'autre, vous avez les cortico-cervelets. Alors, je vous ai dit que le spino-cervelet contrôle pratiquement les muscles axiaux. Et vous voyez, tout ça, c'est le spino-cervelet. Ça, c'est le spino-cervelet et ça, c'est son homunculus. Vous allez voir que ça contrôle les muscles de la partie médiane de la tête, les muscles du cou, les muscles du tronc et les muscles les muscles du tronc pratiquement, oui, du tronc, mais pas pratiquement les muscles des membres. Vous voyez, les muscles des membres, vous voyez, ça saute en tout cas en dehors de l'aire vermienne, de l'aire paravermienne, parce que les muscles des membres sont sous le contrôle pratiquement du cortico cervelet. Et même à ce niveau, cette partie inférieure du spino-cervelet, vous allez voir que c'est la partie axiale. Ce sont les muscles de l'axe du corps qui sont sous son contrôle. Vous voyez, ça, ce sont pratiquement les muscles du dos. C'est premier homunculus et c'est deuxième homunculus. Pratiquement, ce sont les muscles du dos et les muscles des membres sont en dehors de l'aire du spino-cervelet. Vous voyez, ça, c'est l'aire du spino-cervelet qui est limitée par deux lignes. C'est seulement les muscles axiaux qui sont compris dans cette aire. Et ça, c'est très, très important à pouvoir connaître. Voilà.
Et la lésion, la suppression de la fonction spino-cérébellaire provoque l'arrêt de la décharge de motoneurones gamma, entraînant une hypotonie et des troubles de la posture. Donc, hypotonie, troubles de la posture, c'est parmi aussi les lésions. Ça concerne surtout les muscles axiaux. Ça concerne les muscles axiaux. Mais quand il s'agit de la diadococcinésie et la dysmétrie, c'est pratiquement ce rôle que joue le spino-cervellé dans le contrôle de l'action des propriocepteurs, Donc, en ce qui concerne le tonus postural, ce sont surtout les muscles de la région axiale du corps. Mais quand il s'agit de la coordination des mouvements, ce sont pratiquement tous les muscles du corps. Il faut faire très très attention, c'est ce qu'il faut comprendre. Pour la coordination des mouvements, ça concerne presque tous les muscles du corps et le spino-cervellé y intervient parce que c'est lui qui reçoit ces commandes et les met pratiquement en relation comme cadre intermédiaire. Alors, nous allons finir en parlant du cortico-cervellé et le cortico-cervellé correspond pratiquement aux deux zones hémisphériques, la partie antérieure et partie postérieure des hémisphères latéraux du cervelet et c'est cette partie qui est en contact avec le cortex cérébral et c'est la partie qui contrôle donc les mouvements, qui contrôle aussi le mouvement, l'intégrité des mouvements euh, des, des muscles des membres supérieurs et des membres inférieurs, donc en dehors du squelette axial. Les muscles qui sont en dehors de l'axe du corps sont contrôlés par le cortico-cervellé et c'est le siège de la mémoire procédurale, comme on l'a dit la fois passée. Voilà. Merci beaucoup.